Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à cette émission de santé. L'actualité reste dominée par l'évolution de l'épidémie du coronavirus qui sévit en RDC depuis le 10 mars de l'année en cours. Le nombre des cas augmente. Tout le monde met la main à la pâte afin d'éviter la propagation à grande échelle. Les premiers citoyens de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la santé de la population l'une des priorités de son mandat, a pris des mesures nécessaires pour contrer l'épidémie du coronavirus. Il s'agit notamment du respect strict des mesures d'hygiène et nous apprenons que la RDC a été décrétée pays en état d'urgence et sachez que l'UNICEF travaille aux côtés du gouvernement congolais pour apporter justement la réponse à cette urgence sanitaire. Et pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau Dr Xavier Crespin. Il est chef de la section santé à l'UNICEF. Pour l'instant, Dr Xavier coordonne la réponse à cette urgence sanitaire. Il est également membre du comité des crises mis en place par le système des Nations Unies pour justement suivre l'évolution de l'épidémie et voir comment combattre et lutter contre ces fléaux qui devient d'ailleurs une pandémie sur le plan mondial. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mes deux consoeurs. D'abord Constance Mananga, elle est de la RTNC, elle anime l'émission Questions des populations. Nous avons également Madame Armandine Pola, elle est des CMB et puis elle anime une émission à nous, la famille. Avec nos deux consoeurs, nous allons essayer de poser toutes les questions possibles à notre invité. Et comme vous le savez, nous sommes au siège de l'UNICEF et c'est là que nous recevons Dr Xavier Crespin, à qui déjà j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Merci de répondre une fois de plus à notre invitation. Comme je l'ai dit, la pandémie du coronavirus fait peur. Chaque jour, le nombre de cas augmente en RDC. Et vous qui représentez l'UNICEF, vous êtes aux côtés du gouvernement congolais pour apporter une réponse à cette urgence sanitaire. Vous pouvez nous faire un petit rappel de cette maladie sur le plan mondial et pour aussi notre cas, la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Merci de donner l'occasion à l'UNICEF de parler de cette maladie. Et comme vous venez de le dire si bien, c'est une pandémie, ça touche plusieurs pays dans le monde et ça a envahi également plusieurs pays africains, dont la RDC depuis quelques jours. À la date d'aujourd'hui, parce que la situation évolue tellement vite, à la date d'aujourd'hui, au niveau mondial, nous sommes à près de 350 000 cas et on a enregistré près de 14 000 décès, ce qui est vraiment énorme. C'est une presque tragédie. Et nous avons des pays où on a atteint la barre de 700 décès par jour, comme en Italie et en Espagne, etc. Donc tous les pays pratiquement sont atteints par cette maladie. Au niveau de la RDC, à la date de ce matin, en tout cas, nous avons 48 cas. 48 cas de coronavirus, ce qui fait 3 cas de plus par rapport à hier où on était à 45 et pratiquement 9 cas par rapport à la journée d'avant. Donc ça veut dire que la maladie existe et elle est bien ici dans la ville de Kinshasa. Dieu merci, pour l'instant, il n'y a pas de cas dans les autres provinces. Et je voudrais vous dire rapidement, selon la présentation qui nous a été faite hier par l'équipe du professeur Mouembe, qui est le coordonnateur du secrétariat technique, il se trouve que selon une petite analyse, l'épidémie, en tout cas pour ce qui concerne Kinshasa, est plus concentrée dans la commune de la Gombe et en deuxième position au niveau de Kitambo. Donc nous connaissons un peu d'un point de vue géographique où se situe la maladie actuellement. Mais comme nous venons d'enregistrer quelques cas autochtones, ça veut dire que le virus est en circulation dans l'espace de la ville de Kinshasa. Mais au point de vue épidémiologique, il s'agit de ça. Deuxième chose qu'il faut bien retenir jusqu'à maintenant pour les cas du Congo, au stade actuel, pratiquement 75% des cas, ce sont des hommes. Donc pour l'instant, la maladie au Congo touche plus de hommes que les femmes. Que des femmes, sans que je puisse vous dire exactement les raisons qui font que ce sont les femmes qui sont les moins attaquées. Aussi, nous n'avons pas enregistré des cas sur les enfants de moins de 10 ans. Entre 0 et 10 ans, pour l'instant, nous sommes à 0 cas. Donc si on globalise un peu le profil de cette maladie au Congo,
D'abord, c'est une maladie qui est dans la ville de Kinshasa, dans les deux communes, la Gombe et Kitambo en majorité. Ça touche plus les hommes et ça touche également dans les hommes plus les adultes d'un certain âge et moins les enfants et moins également les femmes. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire par rapport à la maladie aujourd'hui au niveau mondial et au niveau de la RDC. Je disais tout à l'heure que, bon, comme vous ne savez pas expliquer pourquoi ce sont les hommes qui sont le plus touchés, je me réserve de cette question. Je ne sais pas si c'est possible que vous répondiez. Bon, je vais donner des tentatives, mais à la vérité... Puisque vous êtes médecin, donc oui, vous pouvez... Bon, c'est d'un point de vue, peut-être, si je prends les premiers cas que nous avons reçus ici, ce sont plus des hommes qui ont voyagé. Donc, ce sont ces hommes-là qui ont été comptabilisés, qui sont partis en Europe, notamment en France, en Suisse, en Italie. Donc, c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, nous avons plus des hommes qui ont été comptabilisés. Mais on ne peut pas dire pourquoi. Mais la deuxième raison qui pourrait peut-être expliquer ça, c'est qu'en général, dans nos sociétés ici, les femmes restent plus à la maison. Et ce sont les hommes qui se déplacent pour aller travailler et revenir. Donc le risque d'attraper la maladie est plus important, c'est cette catégorie de population. Mais encore une fois, ce que j'ai dit n'est pas scientifiquement démontré. Donc c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Vous travaillez aux côtés du gouvernement congolais pour apporter une réponse urgente sanitaire. À quoi consiste cet apport? Et c'est depuis l'apparition de l'épidémie que vous apportez ou c'était déjà, vous avez déjà prévu ça avant, quand ça a attaqué les autres pays avant de nous attaquer ici? Bon voilà, donc au niveau de l'UNICEF, nous avons un plan de coopération avec le gouvernement qui a d'ailleurs été signé tout récemment avec le ministère de la Santé pour ce qui concerne l'aspect santé au niveau de l'UNICEF. Et dans ce plan, nous avons un des résultats clés qui est attendu, c'est la partie relative aux urgences sanitaires et aux épidémies. Donc nous connaissons qu'en RDC, de façon cyclique ou même répétitive, j'allais dire, nous avons beaucoup d'épidémies ici. Nous avons la rougeole, nous avons le choléra, nous avons la fièvre jaune, nous avons la poliomyélite, nous avons l'Ebola qui n'est pas encore terminé, mais qui est pratiquement en phase de disparition. Et maintenant, cette terrible maladie, le coronavirus. Donc, on peut dire quelque part que nous nous préparons pour les épidémies. Mais notre niveau de préparation par rapport à cette maladie particulière n'est pas évidente, parce que c'est d'abord une maladie nouvelle, on n'y s'y attendait pas et on ne connaît pas beaucoup de cette maladie. Donc il y a beaucoup de tâtonnements, d'hésitations, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et ce n'est pas seulement le cas de la RDC, c'est de façon mondiale. Ceci étant, dès les premiers cas, c'est-à-dire le premier cas qu'on avait découvert en Égypte, nous, au niveau de l'UNICEF, nous avons commencé à travailler sur un plan. Parce qu'on s'est dit qu'avec aujourd'hui, les mouvements qu'il y a entre la Chine et l'Afrique, et notamment entre la Chine et même ici, notre pays, la RDC, évidemment, il faut s'y préparer. Donc, il faut faire un plan de préparation avant de faire un plan de riposte. Donc, nous nous sommes préparés dans ça et nous avons fait un plan à notre niveau. Et en même moment, au niveau du gouvernement aussi, les gens ne sont pas restés comme ça. Un comité a été mis en place au niveau du ministère de la Santé avec l'appui de plusieurs partenaires, dont l'UNICEF, pour travailler sur le plan national de préparation et de riposte contre la maladie. De ce travail, il est ressorti un document qui a été présenté à l'ensemble des partenaires et même présenté à la partie gouvernementale. Et nous venons donc d'avoir, il y a juste 2 jours, un plan qui est consolidé et qui est accepté par tous, dont le budget s'élève à l'ordre, pour l'instant, autour de 135 millions de dollars. Il faut dire que ce premier plan prend en compte la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, et quelques provinces au nombre de 8 sur les 26, qui sont des provinces qu'on considère à risque. Comme par exemple, sont non loin de la ville de Kinshasa. Qui sont non loin de la ville de Kinshasa, ou bien qui sont à la bordure de certains pays qui ont beaucoup de cas, comme le Nord Kivu, le Sud Kivu, et par exemple la ville de Lubumbashi, qui est à la frontière. Il y a le Bas-Congo aussi. Hein? Oui, il y a le Bas-Congo, il y a le Kwango, il y a plusieurs. Le Congo central. Donc il y a plusieurs provinces qui ont été ciblées au niveau de ces plans. Ceci, c'est un début. Nous espérons d'abord que tout soit confiné à Kinshasa,
Mais si le pire s'est présenté, ce plan va évoluer pour prendre en compte les autres provinces. Parce qu'on ne sait jamais de quel côté la maladie peut encore réapparaître. Donc, on travaille sur ce plan. Et dans ce plan, au niveau de l'UNICEF, nous avons également de la valeur ajoutée, nous avons de l'expertise et de l'expérience dans certains domaines clés. Nous n'avons pas la prétention de prendre en charge l'ensemble des axes, des stratégies qui seront mises en place. Ainsi, au niveau de l'UNICEF, nous comptons surtout nous focaliser sur tout ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement. L'eau, l'hygiène et l'assainissement en premier lieu. Deuxièmement, tout ce qui concerne la prévention et le contrôle des infections. Et troisièmement, tout ce qui concerne la communication des risques et l'engagement communautaire. Mais à côté de ça, il faut aussi travailler sur la coordination et la planification. C'est pour cela que nous sommes actifs au niveau des commissions qui ont été mises en place pour permettre donc aux structures qui sont en train d'être mises en place de fonctionner. Donc là, le comité multisectoriel qui a été mis en place et qui est dirigé au niveau secrétariat technique par le professeur Mouembe nous a hier fait une présentation et nous avons vu quelle est la nouvelle structuration. Et donc en fonction de cette structuration, l'UNICEF va participer aux travaux des commissions qui sont relatives à ce que je viens de vous dire, là où nous avons plus d'expérience. Donc nous allons faire partie des commissions relatives à l'hygiène, l'assainissement, la prévention des infections, la communication et appuyer la coordination d'une manière globale. Donc, on ne s'est pas attendu pour rester dans l'aspect théorique parce qu'il faut agir vite. C'est une maladie qui est en train d'arriver très rapidement. Donc, il faut aller très vite. Il s'agit vraiment d'une question de temps. Et c'est pour cela, je pense que les autorités au plus haut niveau ont pris les bonnes dispositions pour essayer d'arrêter la propagation de la maladie. Je pense que les mesures qui ont été prises ces derniers temps par les autorités au plus haut niveau sont des mesures salutaires. Et au niveau de l'UNICEF, nous soutenons pleinement toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement et par le chef de l'État pour contenir cette maladie et prévenir cette maladie avant qu'elle n'arrive dans d'autres provinces et qu'elle n'envahisse également certains quartiers de la ville. Donc nous allons être à côté des efforts du gouvernement pour soutenir la mise en œuvre de ce plan. Et pour juste commencer, parce que comme vous le savez, tout ça, ça demande beaucoup de ressources. Et comme personne ne s'y attendait, il n'y a pas de moyens qui sont là pour agir tout de suite. Mais au niveau de l'UNICEF, nous nous sommes organisés avec les moyens qui sont les nôtres actuellement pour rapidement aider la commission communication pour produire beaucoup de matériel éducatif, pour produire des dépliants, pour produire des affiches, pour également former certains journalistes sur la maladie, sur les méthodes de transmission, etc. Nous nous sommes aussi engagés très rapidement sur un certain nombre de matériels et depuis 2-3 jours, nous travaillons d'arrache-pied pour que rapidement nous puissions faire venir certains équipements essentiels. Vous savez, dans la prise en charge de cette maladie, la partie la plus compliquée, c'est la détresse respiratoire. Parce que beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'arrivent pas à respirer suffisamment. Donc il faut vite équiper les formations sanitaires pour une prise en charge adéquate dans ces domaines précis, mais bien évidemment aussi les autres accessoires. Donc voilà où nous en sommes à l'heure où je vous parle. Alors, docteur Xavier, vous avez parlé de la propagation de la maladie, ça se propage vite, mais par rapport aux symptômes, comment ça se transmet et dès que la maladie est propagée ou une personne est contaminée, comment se fait la contamination? Est-ce qu'il y a tout le monde va faire la maladie au même moment ou c'est de manières différentes? Bon, au stade actuel de la maladie, comme je l'ai dit encore une fois, la communauté scientifique n'a pas toutes les évidences pour parler de façon sûre de cette maladie. Nous sommes tous dans une phase d'apprentissage de cette maladie. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui a beaucoup de composantes respiratoires, des composantes pulmonaires. Donc, ça commence par la toux, il y a la fièvre, il y a les courbatures, etc. Donc, quand ça commence par ça, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, et là je voudrais rassurer les gens, parce que très rapidement, dès que vous avez une toux, vous avez un peu mal à la gorge, vous pensez que, et c'est tout à fait naturel, les gens ont peur, ça panique. Il faut que les gens sachent qu'avant le coronavirus, ces symptômes
étaient des symptômes qu'on trouve dans la grippe. Voilà, la grippe habituelle. Donc, ils sont les mêmes signes. Donc, il faut d'abord rassurer les gens que ce tableau symptomatique que je viens de donner n'est pas forcément un tableau qui est relatif au coronavirus. Ça peut être une grippe simple, ça peut être un autre type de maladie. Donc, quand vous avez ce type de maladie, ne vous agitez pas, essayez de voir la formation sanitaire la plus proche pour les traitements habituels. Ce que nous redoutons, si au bout d'un certain nombre de jours, ces signes s'aggravent, il y a lieu, en coordination avec bien sûr la structure de santé, faire référer cette personne pour qu'elle puisse faire les tests. Et ces tests peuvent être positifs, en ce moment on parlera de coronavirus, ou bien négatifs, en ce moment on parlera d'un autre syndrome pulmonaire pour lequel la prise en charge est différente. Si la personne est atteinte, ça ne veut pas dire que tout le monde fait les formes graves. Il y a donc des formes bénignes où ce sont juste quelques symptômes qui, avec un traitement simple, disparaissent au bout de quelques jours, mais avec en ce moment un suivi pendant plusieurs jours, notamment 14 jours pour la période d'incubation. Il peut y avoir des cas modérés où les gens vont présenter peut-être plus de fièvre, ou bien un peu plus de maux de gorge, ou un peu plus de problèmes de respiration. Et il y a maintenant les cas qu'on redoute le plus, ce sont les cas graves. Les cas graves où la personne présente une très forte fièvre, où il présente des signes de détresse respiratoire. Et là, il faut mettre cette personne rapidement dans un hôpital spécialisé pour une prise en charge adéquate. Ici, ce que je voudrais insister également, à ce stade de connaissances scientifiques, il n'y a pas un protocole homologué au stade où je vous parle. Encore une fois, ça peut évoluer d'ici 1 heure. Parce que beaucoup de groupes d'experts travaillent sur ça. Il n'y a pas un protocole de traitement type qui est homologué pour l'instant par l'OMS. Donc au niveau des cliniciens et au niveau de certains pays, les gens ont mis en place leur propre protocole. Dans certains cas, il y a tel produit, dans d'autres cas, il n'y a pas. Comme vous l'entendez vous-même par-ci, par-là, par exemple, il y a la chloroquine que certains pays ont commencé à utiliser, d'autres hésitent d'utiliser, d'autres ont commencé des tests, etc., etc. Donc il y a encore quelques hésitations sur le plan thérapeutique, mais de façon globale, au niveau des cliniciens, au niveau des hôpitaux, il y a un protocole de traitement que les gens mettent en place et qui montre son efficacité dans certains cas et dans d'autres pas, en fonction vraiment des tableaux cliniques qui se présentent. Est-ce que ce virus a-t-il un lien avec Ebola? Non, je voudrais rassurer les gens que ce virus n'a rien à voir avec Ebola. C'est deux maladies complètement différentes. Et quand on parle de la chloroquine, par exemple, ici, parce que le chef de l'État l'a dit, on peut quand même essayer avec la chloroquine ici en RDC, mais la chloroquine, on le sait, avant, c'était pour le traitement du paludisme, mais alors qu'on avait mis de côté la chloroquine, est-ce que vous pensez qu'avec cette chloroquine-là aujourd'hui, beaucoup de gens réagissent avec les chloroquines, ils sont peut-être allergiques avec la chloroquine, ils ont des démangeaisons quand ils prennent oui, ça. C'est pour cela qu'au niveau de la communauté scientifique, au niveau international, pour l'instant, le quitus n'a pas été donné de façon formelle pour l'utilisation de la chloroquine. C'est au cas par cas. Il y a des certains, par exemple, si vous avez écouté en Europe, il y a des pays qui ont commencé à utiliser, tout à l'heure je vous disais que le traitement n'est pas standardisé. Donc il y a des cliniciens qui l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas pour l'instant. Et des essais cliniques sont actuellement en train d'être menés dans certains pays pour voir quel est le niveau de toxicité de ce produit pour certaines catégories de personnes, quel est le niveau de combinaison qu'on peut faire de ce produit avec d'autres médicaments pour voir l'efficacité. Parce que pour les cas, par exemple, à Marseille, où il y a eu des études, il s'agit de la chloroquine associée à un antibiotique qui a donné un certain résultat. Est-ce que c'est le cas ailleurs? On ne le sait pas. Donc, au stade actuel des connaissances scientifiques, je ne suis pas en mesure de répondre exactement à la question que vous avez posée. Voilà, docteur Xavier, tout à l'heure, vous avez dit que l'UNICEF a mobilisé une enveloppe conséquente évaluée à 135 millions de dollars américains comme une réponse à cette urgence sanitaire. Alors moi, je voulais juste savoir, dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Bon, d'abord, je voudrais rectifier. Je n'ai pas dit que le plan de l'UNICEF est 135 millions.
c'est le plan global qui a été fait par l'État. Donc avec ses partenaires, au stade actuel, c'est un plan de 135 millions, dans lequel l'UNICEF, en fonction de la mobilisation des ressources, va appuyer certains piliers de ce plan. Et nous allons nous positionner donc sur les piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. À ce stade actuel, je ne peux pas vous dire quels sont les montants que nous allons injecter, mais nous prévoyons dans notre plan interne 58 millions de dollars. Ça, c'est notre prévision en fonction de la mobilisation des ressources que nous allons faire. Mais je peux vous dire à titre indicatif, par exemple, entre il y a 2 jours et aujourd'hui, nous avons fait pour 1 500 000 dollars de commandes de certains médicaments, de certains équipements, pour appuyer rapidement les structures de santé. Et je voudrais dire à ce niveau que nous nous sommes engagés à construire une clinique rapidement, une clinique qui va passer très rapidement à 50 lits de prise en charge pour le personnel de santé. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous si le personnel de santé tombe malade. Il n'y aura plus de soldats pour faire la guerre. Donc il faut mettre en place une structure où nous serons capables d'accueillir les agents de santé qui, parce qu'ils sont là dans les structures, développent la maladie. Donc, et nous allons faire un schéma pareil, en tout cas dans nos prévisions pour les 26 provinces, au fur et à mesure du développement de la maladie, si cela est nécessaire. Donc, on est en train de mobiliser les ressources et nous allons continuer au fur et à mesure de la mobilisation des ressources à appuyer. Mais déjà avec nos ressources propres, nous avons commencé à agir parce qu'il ne faut pas attendre. Et dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, qu'est-ce qui a été déjà fait? Dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement, si vous regardez dans notre publication, nous avons commencé à mettre en place des dispositifs de lavage de mains. Nous avons également mis en place un certain nombre de matériel pour la stérilisation. C'est surtout ça que nous avons commencé. Mais à côté de ça, comme je l'ai dit, nous sommes en train nous avons déjà mis en place des paires de gants, des combinaisons stériles pour protéger les malades, des thermomètres, etc. Donc tout cela pour en tout cas participer à l'effort du gouvernement. Et pour les appareils, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une maladie surtout du côté de détresse et c'est pour cela que nous nous concentrons beaucoup sur les appareils de respiration, donc les respirateurs, beaucoup sur les matériels de réanimation manuels, parce que des fois il faut utiliser le manuel pour faire respirer les gens. Nous avons également commandé des concentrateurs d'oxygène. Donc ce sont ces éléments sur lesquels actuellement nous nous positionnons. Vous avez... Pour parler de l'eau et de l'hygiène, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore commencé, j'allais dire, certaines activités. Mais en collaboration avec l'État, il s'agira très certainement dans les prochaines semaines de travailler sur comment approvisionner certains quartiers en eau potable. Et je pense que déjà des dispositions sont prises au niveau de l'État pour que ces quartiers puissent avoir l'eau. Parce que si vous n'avez pas l'eau potable notamment, donc les questions d'hygiène et d'assainissement vont se poser. Et l'UNICEF travaillera dans les prochains jours à améliorer ces secteurs-là. Oui, justement dans ces cadres-là, vous avez prévu de mettre à la disposition de 9 hôpitaux à travers la ville de Kinshasa les kits lave-mains. Les 9 hôpitaux. Mais déjà, quand on a commencé l'émission, vous avez dit on ne sait pas, ça peut nous surprendre, et surtout que les systèmes sanitaires de la RDC ne permettent pas de contenir tous ces malades si le nombre augmentait et qu'on n'arrivait pas à bien placer ces malades dans tous ces hôpitaux. La meilleure façon de prévenir, chaque médecin qui parle de coronavirus, il nous dit la meilleure façon c'est d'abord le lavage de mains. Mais apparemment, vous n'avez pensé que à 9 hôpitaux, que contre la ville de Kinshasa, ce n'est pas petit, les normes n'est pas vraiment, c'est pratiquement insignifiant. Oui, comme je vous l'ai dit, cette maladie nous a tous pris en surprise et nous sommes en train de nous organiser progressivement, mais il faut commencer quelque part et avancer. Donc, ça a commencé par ces structures, parce que ce sont les structures de référence qui ont été listées par le secrétariat technique. On a au cours de la réunion justement pour la prise en charge, subdiviser la ville qui a 22 communes je pense. 24. 24 communes. Sur les 24 communes, au cas où il y a un cas de telle commune,
dans quelle structure elle doit s'y rendre. Et c'est en fonction de ça, un certain nombre de structures, comme par exemple le centre hospitalier de, si je regarde, Vijana, non? Vijana. Oui, l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital d'amitié chino-congolaise, l'hôpital général de Kinkole, etc. Donc, sur la base de cette liste qui a été donnée, il faut déjà commencer à renforcer ici, puisqu'il y aura déjà des gens malades qui seront là-bas, mais il y aura également les autres malades qui viennent. Donc, il faut aussi les prévenir. Donc, on a commencé par ça, mais progressivement, ça va aller aux zones de santé, parce qu'il faut centrer toute cette réponse sur l'aire de santé, donc sur l'approche santé publique. Donc il y aura progressivement, mais je pense qu'à l'heure où je vous parle, il y a ce que l'UNICEF fait, mais il y a également ce que le gouvernement fait avec d'autres partenaires. Et de ce que je sais, déjà des efforts sont en train d'être faits dans ce sens, dans d'autres structures de santé. Parlez-nous un peu de la prise en charge. On nous dit que le coronavirus n'a pas de vaccin, moins encore de médicaments. Tout à l'heure, vous avez parlé des médicaments qui n'est pas encore homologués, s'il faut utiliser les termes médicaux. Mais à l'heure actuelle, chaque pays utilise les médicaments de son choix et ça produit quand même des effets. Alors, on nous dit qu'il faut en même temps soigner d'abord les symptômes. Est-ce qu'une personne qui est atteinte du coronavirus, lorsqu'on soigne les symptômes, automatiquement la personne est guérie ou elle restera encore en quarantaine ou ça se passe? Non, bon, je ne suis pas un clinicien pour parler à la place des cliniciens. À défaut, mais ce que je sais, ces maladies sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les symptômes. Il y a un traitement symptomatique. Quand quelqu'un vient avec une très forte fièvre, vous êtes dans l'obligation de lui faire ces traitements pour faire baisser la fièvre. Quand quelqu'un vient avec une détresse respiratoire, il a des difficultés pour respirer, vous êtes obligé d'agir sur ça parce que sinon il peut en mourir. Donc il y a un traitement symptomatique qui est important à mettre en place. À côté de ça, il y a un traitement supplémentaire qui est basé, ça les cliniciens vous le diront mieux, des traitements viraux, d'autres traitements antibiotiques, etc., qui seront combinés. Ici, au niveau de... Tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de standard homologué au niveau mondial par l'OMS, mais je dois avouer qu'au niveau de la RDC, au niveau de certaines commissions, la commission des prises en charge, ils sont en train de travailler sur un traitement standard pour le Congo. Donc, avec toute l'équipe du professeur Mouembe et les démembrements au niveau des commissions. Donc, ce protocole, une fois validé par le comité d'experts au niveau du pays, c'est ce protocole qui sera utilisé. Donc, je ne suis pas certain si j'ai répondu avec exactitude à votre question. Oui, allez-y, on a compris. Mais c'est ça que je peux dire au stade actuel des connaissances sur cette maladie et de son traitement. Mais est-ce qu'on peut contracter le coronavirus chez une personne qui ne représente aucun symptôme apparent? Bon. Oui, normalement, on ne l'attrape que quand on est en face de quelqu'un qui a la maladie. Okay? Donc, il y a des signes. Par exemple, la toux. C'est pour cela qu'on demande aux gens, une fois qu'ils ont certains symptômes, de se mettre à l'écart, de se mettre en quarantaine parce que c'est la période pendant laquelle la personne peut transmettre la maladie. Donc, oui, pour répondre à la question, quelqu'un qui ne présente aucun signe, le risque zéro n'existe nulle part. Le risque zéro n'existe nulle part. Ça ne veut pas dire que parce que vous pouvez présenter, tout à l'heure je vous ai parlé des cas bénins. Quelqu'un peut avoir des signes très bénins, mais il a la maladie, donc il peut transmettre la maladie. Donc il faut rester de toute façon prudent et appliquer les mesures d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, tousser dans le coude comme on l'a dit, ou utiliser un mouchoir jetable. Donc il faut respecter ces genres de mesures qui ont été demandées à tout le monde. Est-ce que c'est très dangereux de recevoir par exemple un colis provenant par exemple d'un pays où on a identifié justement les pays où on a détecté la Bon, comme je vous maladie. dis, les risques zéro n'existent nulle part. Les risques zéro n'existent. Vous avez vu dans certains pays, il y a des gens qui n'ont jamais bougé de leur village, hein, mais ils ont fait des cas. Donc, les colis qui viennent d'un pays, ça dépend de quel circuit il a pris. S'il a été touché par plusieurs personnes qui sont déjà malades et que ça n'a pas été désinfecté, ça peut être source.
des risques de la maladie. Mais je ne peux pas être affirmatif par rapport à ça. Mais toujours est-il que les mesures d'hygiène doivent s'appliquer partout. C'est comme quand vous allez au marché aujourd'hui, vous achetez des fruits, vous achetez des légumes, vous les amenez à la maison. Le minimum, c'est de laver tout ça pour un minimum d'hygiène et rester dans un environnement sain. Mais docteur, on se promène dans la rue, on voit tout le monde avec des masques, mais on nous dit que le masque, les personnes saines ne peuvent pas porter les masques. Il n'y a pas de risque pour les personnes saines, mais les masques sont pour les personnes infectées et puis les personnels soignants. Oui, c'est exactement ça. Ce que vous avez dit est tout à fait juste. Effectivement, moi je vois dans la ville en circulant beaucoup de gens mettre des masques. Moi je ne mets pas de masque pour l'instant. Et je vois que vous ici vous n'avez pas mis. C'est ça la bonne attitude pour l'instant. Encore une fois, les masques, si tout le monde se met, d'abord on peut arriver à des ruptures des masques. Première chose, et comme ça priver les gens qui ont réellement besoin de masques à un moment donné, qu'ils aient des masques. Donc ça ne sert à rien d'utiliser des masques pour une personne qui est saine. Comme vous l'avez si bien dit, les masques sont utilisés pour les personnes déjà atteintes pour éviter la propagation de la maladie, mais également pour tous les personnels qui est à risque, qui travaillent avec les malades, par exemple, ce sont les personnels soignants ou des personnels qui pourraient être amenés à être dans des milieux qui pourraient être à risque. Par exemple, qui travailleraient dans les hôpitaux, même si vous n'êtes pas en contact direct avec des malades du coronavirus. Alors, on nous parle de l'enterrement. On fait, comment on appelle ça? On appelle ça, non, pas sécurisé. C'est comme si la personne qui meurt, on peut ou ne pas la mettre dans un cercueil, on le met dans une fosse commune. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas carrément incinérer? Bon, ça c'est des décisions qui sont des décisions pour l'instant sur lesquelles des mesures précises ne sont pas prises encore. C'est un peu comme les autres éléments dont je vous ai parlé, sur lesquels il n'y a pas d'unanimité. Chaque pays applique un peu ses règles, selon un peu le contexte également. Oui. Donc dans le cadre pour éviter encore une fois la propagation, certains pays vont à des mesures assez radicales. Vous avez vu, il y a des pays qui ont fait des couvre-feux, il y a des pays qui ont fait, je ne sais pas, arrêter tout déplacement, d'autres. Chaque pays prend des décisions en fonction du contexte de son pays. Donc c'est des décisions pour l'instant il n'y a pas de guidelines au stade actuel de mes connaissances en tout cas, pour que cela soit fait de cette manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, quelqu'un qui décède de cette maladie, on doit prendre des précautions pour ne pas trop se rapprocher de ce corps, pour ne pas trop se rapprocher des personnes qui ont contacté cette personne, etc. De la même mesure qu'on prend pour éviter la propagation. C'est juste compléter la question de Bibiche. Est-ce le corps de la personne qui est décédée du coronavirus, est-ce que ce corps-là représente un danger pour les personnes, par exemple le personnel soignant ou le membre de sa famille? Bien sûr que quelqu'un qui décède de cette maladie présente des risques pour les choses. C'est pour cela qu'il faut se munir d'un certain nombre. Les gens qui vont toucher ce corps, ils vont certainement utiliser des gants, ils vont utiliser des masques, etc. pour éviter. Encore une fois, on est dans un milieu hospitalier après la mort. On est dans une morgue, par exemple. Donc c'est un milieu qui est un milieu à risque. Il faut donc prendre toutes les dispositions. Encore une fois, il faut respecter toutes les mesures d'hygiène les plus élémentaires que possible quand on a affaire à un cas ou à un cas suspect, et c'est faire vraiment le minimum. C'est laver les mains, rester dans un environnement qui est assaini. Cela est très important pour éviter la propagation. Nous sommes, madame, à la fin. Il nous reste combien de minutes? Juste une petite question. La réponse doit être courte pour que nous puissions clôturer. Justement, docteur, je voulais parler de quelques recettes naturelles dont on nous parle. On parle de l'ail, on parle de gingembre, on parle de beaucoup de choses, des citrons qu'il faut mettre, faire un thé. Avec ça, il faut beaucoup prendre de l'eau chaude mélanger avec tout ça et parfois gargariser. Et là, parce que les microbes restent d'abord un moment ici à la gorge avant que ça ne descende dans des niveaux, dans des points. Bon, tout ça, j'ai vu moi-même sur les réseaux sociaux, tout circule actuellement. Tout ce que vous venez de dire, rien ne me permet de vous dire que ça a une efficacité thérapeutique.
scientifiquement démontré. Donc, je ne peux pas dire aux gens de ne pas prendre un peu de gingembre ou un peu du thé chaud, si ça peut les soulager, etc. Mais ça n'a aucun caractère thérapeutique scientifiquement démontré au stade actuel des connaissances sur cette maladie. Merci docteur, merci à nos deux consoeurs. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons parlé de coronavirus, qui est un sujet d'actualité. Comme vous le savez, c'est le monde entier qui est touché par cette épidémie. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. On est déjà à plus de 45 cas, on est à 48 cas, ça fait peur. Alors que les premiers cas a été détectés en RDC seulement le 10 mars. On est aujourd'hui le 25 mars déjà à 48 cas, ça fait peur. Et plusieurs mesures ont été prises par le chef de l'État pour contrer cette épidémie. Vous le savez, la RDC a été décrétée pays en état d'urgence et les agences des Nations Unies et d'autres partenaires mettent la main à la pâte pour apporter tant soit peu leur soutien au gouvernement congolais pour éviter la propagation à grande échelle. Nous avons reçu sur ce plateau Dr Xavier Crespin. Il a plusieurs casquettes. Il est d'abord chef de section santé, de la section santé à l'UNICEF. Pour l'instant, il coordonne la réponse à cette urgence sanitaire. Il est également membre du comité des crises. Ce comité a été mis en place par toutes les agences des Nations Unies pour, comme je l'ai dit, soutenir le gouvernement congolais dans la lutte contre cette maladie. L'UNICEF apporte beaucoup de soutien. Comme vous le savez, ce n'est pas seulement pour le coronavirus. L'UNICEF a toujours été aux côtés du gouvernement congolais pour apporter son appui. Et nous avons parlé de cette maladie, de l'apport des partenaires et nous estimons que cette émission vous est parvenue et nous allons vraiment respecter les règles d'hygiène. Nous allons éviter de sortir à tout moment pour des raisons qui ne sont pas utiles. Restons à la maison pour éviter la propagation à grande échelle. Je dis merci au docteur d'avoir répondu à notre invitation alors qu'il était appelé à participer à une réunion, mais il a accepté de venir répondre à nos préoccupations. Merci également à Constance Mananga de la RTNC, Armandine Pola de CMB avec nos deux consoeurs, toutes membres du réseau des journalistes amis de l'enfant. Nous avons tenu à poser toutes les questions à notre expert des Nations Unies dans la lutte contre le coronavirus. Merci à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Restez branchés dans nos différentes chaînes. Au revoir.